Donc j'ai une vision un peu originale, enfin originale, oui, qui m'est tout à fait spécifique. C'est que je veux que ça se règle et que je ne réponds pas aux sirènes des gens qui s'imaginent que ça ne peut se régler que par la violence, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé cette nuit entre Israël et l'Iran? Ah bah je pense que Israël a provoqué ce qui est en train d'arriver et je vois pas comment ils vont s'en sortir. Le rêve israélien de manger tout le monde, il faudrait qu'ils aient une population extensible, ce qu'ils n'ont pas. Ils sont en train d'épuiser leurs forces. Ils épuisent leurs forces militaires, ils épuisent leurs forces civiles également. Tous ces militaires qui vont faire de la répression à Gaza, ce sont des usines qui ne tournent pas, des petites entreprises qui ne tournent pas, des pères qui ne sont pas là. Ce pays est en train de s'épuiser. Et je vois pas ce qu'il peut gagner à continuer dans cette voie-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est possible que ces deux peuples vivent sur la même terre. Mais comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant? Ils ont toujours vécu ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comment ils faisaient avant? Est-ce que c'est possible du coup que par exemple deux peuples différents, comme c'est le cas aujourd'hui en France, vivent ensemble? Mais c'est pas une question de peuples différents. C'est est-ce qu'on est déterminé à vivre dans le respect de l'autre? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes déterminé à vivre dans le respect de l'autre? C'est-à-dire que l'autre, c'est pas celui à qui on peut piquer la terre, c'est pas celui à qui on peut passer un bulldozer sur sa maison, est-ce que vous êtes déterminé? Celui qui dit oui, pourquoi il n'y arriverait pas? Pourquoi il n'y arriverait pas? Comment c'était avant? Justement, comment c'était avant? Eh ben, avant, ils étaient tous palestiniens de religions différentes. Ils étaient tous palestiniens. Avant, ils étaient tous palestiniens et arabes. Arabe, c'est une langue, c'est pas une race. Arabe, c'est arabophone. Donc, la Palestine était arabe dans ce sens que tout le monde parlait arabe dans la rue. Et les Israéliens, les Juifs comme les autres. Puis un jour, les sionistes sont arrivés, ils ont dit, on va introduire une autre langue, puis on va vous pousser pour prendre la place, en gros. C'est là que les problèmes ont commencé. Moi, j'ai bien connu Nazareth. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mansour Kardosh, Injuste à Nazareth. Je pense que je vais le ressortir bientôt. Il portera pas ce titre-là, mais je vais le ressortir bientôt. Un jour, Mansour Kardosh, il s'appelait. Il était né à Nazareth et je suis allé le voir en 1995 ou 16, je crois. Je suis allé lui rendre visite à Nazareth et on est allé à une messe dans la grande basilique de Nazareth. On est allé à une messe des rameaux et il me dit regarde Marion, regarde. Alors après la messe, tout le monde se retrouve sur l'esplanade. Tu vois ce monsieur-là, c'est un musulman. Tu vois cette dame, c'est une musulmane. Regarde ces enfants-là, ce sont des petits musulmans. J'ai dit pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu serais venu il y a 50 ans, je t'aurais dit, regarde ce monsieur-là, c'est un juif. Regarde cette dame-là, c'est une juive. Et il me dit, ils viennent à nos fêtes, et nous, on va aux leurs. Mais maintenant, les juifs se sont exclus de ces fêtes-là. Ils viennent plus à nos fêtes, on va plus aux leurs. On est resté entre chrétiens et musulmans. Et dans le temps, il y avait également des juifs qui vivaient avec nous. On était tous palestiniens, de confessions différentes, mais tous palestiniens avec la même histoire, le même environnement. Et qu'est-ce qui a créé cette différence? C'est quoi? C'est le sionisme, essentiellement? Mais bien sûr. Ton livre Sexologie et mensonges, on va en parler parce que c'est quand même excessivement important. Moi, je le vois et justement très peu de médias relayent. C'est-à-dire que je parle pas forcément de ton livre, mais je relaye cette fameuse sexologie et éducation sexuelle. Et quand il relaye, c'est pour dire en gros que non, on a tort, c'est du complotisme, ce que les institutions et l'État veulent faire sur les enfants, c'est-à-dire apprendre des pratiques sexuelles à l'école, des choses comme ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est une façon, en réalité, l'État veut juste protéger les enfants. Protéger les enfants. Ça, c'est faux, évidemment. Mais évidemment que c'est faux. On protège pas les enfants du sexe en leur parlant de sexe. Les enfants n'ont pas à être informés sur le sexe. Le sexe, c'est l'affaire des grandes personnes. À la rigueur des adolescents, on sait que c'est à ce moment-là que ça s'éveille. Mais là, les programmes de sexualisation des enfants, ça commence à la maternelle, hein. Et les enfants doivent être protégés des choses du sexe. Les enfants sont là pour grandir, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour apprendre les limites qu'on ne leur apprend plus. Maintenant, un apprentissage, c'est quoi? C'est apprendre les limites, la limite entre moi et maman, entre moi et mon petit frère, entre moi et l'autre. C'est ça, un apprentissage. Et l'éducation à la sexualité, si t'as envie, fais-le. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, cette éducation à la sexualité, elle ne vient pas de nulle part. Bien sûr. Elle a une origine.
L'origine, c'est le nouvel ordre mondial qui ne portait pas ce nom-là d'emblée, mais qui est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Il y a un désir d'hégémonie mondiale d'un certain nombre de gens qui veulent réduire la population. On appelle ça les eugénistes. Les eugénistes ont eu, dans les années 1920, en Amérique, une porte-parole qui s'appelait Margaret Sanger, qui a inventé un truc qui est devenu le planning familial, qui s'appelait le Planned Parenthood, qui a dit il faut découpler la sexualité de la reproduction. Comme les gens sont très portés sur le sexe, on les en découragera pas, on les poussera à des activités sexuelles non fécondantes. Ça veut dire quoi? C'est l'homosexualité, c'est la masturbation, c'est toutes les pratiques qui vont se faire grâce à la pilule et à tous les contraceptifs possibles. On va promouvoir l'avortement en grand, et pour faire des bébés, il faudra un permis. C'est le programme eugéniste du planning familial d'origine. De l'amour et du crime, du sexe et des enfants. C'est une espèce de lettre ouverte. Moi, quand j'ai commencé à comprendre toutes ces choses-là, j'ai découvert Gabriel Matzneff, je suis allé en bibliothèque, j'ai lu 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Après, j'ai arrêté parce que vraiment, c'était... voilà, j'avais compris l'essentiel. Et je lui ai écrit une espèce de lettre ouverte, sans m'adresser à lui directement, mais en m'adressant à lui, mais je veux dire pas personnellement, quoi. Et sans le nommer. Maintenant, je peux le nommer puisqu'il a été démasqué, mais j'ai mis ce petit texte sur la toile et j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la pédophilie dans les milieux chics, dans les milieux. Les enfants ont droit à la sexualité. Non. D'abord, foutez-nous la paix. Vous n'êtes pas des enfants. Quand les enfants réclameront, je veux bien accepter de les écouter, mais c'est pas les enfants qui réclament. C'est les adultes qui les obligent à regarder des images qui les choquent, à tenir des discours qui les choquent et à parler de sujets qui les choquent. Et il faut ficher la paix aux gosses. La sexualisation forcée des enfants, c'est la destruction de l'enfance. Et effectivement, les années 70, c'est les enfants, ils ont bien le droit, Alors, on peut faire référence à la fameuse pétition de 1977, pendant que Judith Reisman, de son côté, elle commençait véritablement à comprendre. Il y a eu une pétition en France qui a circulé en 1977 pour demander que 2 ou 3 pédophiles emprisonnés pour avoir couché avec des gosses soient libérés au titre que, des années de prison pour des baisers et des caresses, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Pourquoi? Parce que des baisers et des caresses, mais des baisers et des caresses, même consentis, on n'a pas à donner des baisers et des caresses d'ordre sexuel à des enfants. Vous savez que les éoliennes, pour fabriquer des pales d'éoliennes, il faut du balsa qui provient de la forêt amazonienne. 40 arbres sont coupés par éolienne. Donc en fait, vous validez la déforestation du poumon de la planète avec les éoliennes. En France, les éoliennes françaises ont nécessité de couper, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, 388 000 arbres de la forêt amazonienne.
J'ai hérité de la maison de mon frère, mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais. Mon frère était jeune, il s'est suicidé à 37 ans. Et ce que j'ai vécu après, c'est inimaginable. Il avait une maison, en tant que seule héritière, je devais tout gérer. Et là, le notaire me dit 127 900 € de droits de succession. Pardon, 127 900 €. Pour une maison estimée à 250 000 €, j'ai 6 mois pour payer. Sinon, l'État me rajoute 5% d'intérêt, et ce chaque mois. Je précise que je n'ai pas cette somme, bien évidemment. Je peux peut-être en payer une partie et encore. Le notaire m'a conseillé de négocier avec les impôts et leur réponse a été vraiment lunaire, puisque comme ils cherchent de l'argent partout, ils ne feront rien. En somme, tout ce que mon frère a pu gagner de la sueur de son front, je vais devoir le rembourser moi-même, puisque ça devient une dette finalement. Je trouve ça assez révoltant, c'est du vol. Je n'ai rien demandé et je dois quand même rendre de l'argent qui ne m'appartient pas. Bref, je compte sur vous pour qu'on se réveille un peu. N'hésitez pas à repartager la vidéo partout et à liker si vous êtes d'accord avec moi. Ici CNC Montréal, nous accompagnons l'entraînement de l'armée canadienne, démontrant leur préparation et puissance. Voyons tabarnak!